C'est une question qui revient tout le temps, presque pas tous les jours dans les emails, mais avec des gens qui comptent. La nouvelle configuration, c'est ça. J'envoie mon manuscrit, personne ne me répond. Il y avait une espèce de tradition. La valeur symbolique qu'on accordait à la littérature et aux livres faisait que l'envoi même du manuscrit semblait une sorte de pacte. Vous avez mis énormément de temps, de travail dans un objet qui ne dépasse pas les frontières du geste de rédiger. Ça veut dire que 90 fois sur 100, c'est un brave fichier Word où rien n'est travaillé, ni de l'interligne, ni de la structuration en titre et sous-titre et mise en page. Ce truc arrive dans la boîte aux lettres de maison d'édition en version reliée avec un petit plastique et petit machin ressort ou dans une brave chemise. Et quand vous vous baladez dans les couloirs des maisons d'édition, vous envoyez des piles qui atteignent cette hauteur-là, ça fait des espèces de pyramides, tout ça. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont négligés par ces maisons? Non, je pense que dans d'autres, j'ai fait le pari de ne jamais dire un seul nom d'éditeur dans cette prise de parole. Pour moi, elle est importante, elle compte, c'est un terrain glissant, il faut que je m'y astreigne. La tradition de plusieurs maisons veut que le matin, il en arrive 10, 12, 15, 20 ou 5 pour vraiment, si c'est une toute petite maison, puisqu'il y a une espèce de masse énorme, proliférante, qui essaye de trouver toutes les fissures, tous les débouchés par toutes ces adresses postales. Eh bien, ouvrir l'enveloppe, respirer la première page, un petit truc dans le milieu, regarder à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'est la lettre d'accompagnement, puis basta cosy. Et ça suffit, je pense, en 85% des cas, pour que la maison en question trouve ce qui l'intéresse, c'est-à-dire une proportion de pour 1000. Est-ce que ça vous va d'entrer dans cette masse proliférante? Est-ce que ça vous va de vous soumettre à ce jeu d'un tirage aléatoire? Et c'est là où ça pose plein de questions. Qu'est-ce que vous envoyez? À l'autre extrême, la façon américaine. Moi, je contrains les gens avec qui je travaille, peut-être pas à s'y plier, mais en tout cas à en appréhender parfaitement la technique pour être capable de répondre sur ce terrain-là. Répondons sur ce terrain-là, même si les éditeurs à qui vous envoyez, eux, préfèrent le contact direct avec le manuscrit. Je pense que si on se plie à ce que la tradition américaine appelle le book proposal, on est plus fort pour savoir qu'est-ce qu'on propose, comment, quelle forme on lui donne, en quoi ça consiste, book proposal. Qui vous êtes ? Pourquoi vous écrivez ça? Qu'est-ce que ça raconte, votre projet entier? Le début, 10, 15, 20 pages, puis peut-être un morceau intéressant de l'endroit où ça se trame, un point d'intensité. Dans le monde anglo-saxon, book proposal, ça veut dire quelque chose entre 35 et 50 pages. Dans le monde du cinéma, c'est quelque chose qui, moi, m'a venu sur YouTube, l'adoption de ce format. Pas besoin d'aller faire un pitch en 5 lignes et puis un synopsis entre une continuité séquentielle en 20 pages et puis un scénario qui, quand vous lisez, mais qu'est-ce que c'est ce truc? C'est des phrases qui ont aucun intérêt puisqu'elles sont destinées à servir de plus ou moins de matière ensuite au travail de construction du tournage. Alors où est-ce que ça coince? Il faut prendre l'autre bout de la chaîne, la diffusion. Pour ceux qui ont commencé comme moi il y a 30 ans, effectivement tout était plus facile. Le filtre était peut-être plus facile parce que est-ce qu'on était moins à proposer? Je sais pas. La pratique de la lecture amateur, la lecture en cercle, ce qui se construit toujours et vit toujours dans nos usages collectifs de l'écriture. Les ateliers, clubs d'écriture, c'est ce que fédère chaque bibliothèque à une micro-échelle, chaque fac, chaque école. Oui, ce tissu, il compte énormément. La poésie a déjà réussi à se réorganiser autour de ce travail de proximité. La narration, pas encore. Elle fonctionne avec ses valeurs symboliques. Ces valeurs symboliques, autrefois, elles s'exprimaient avec des courbes, bien sûr avec un volume au milieu, mais une espèce de courbe arrondie. Ça veut dire que ceux qui se plaçaient dans le centre de cette courbe parce que la critique était favorable, parce que les libraires accrochaient, parce qu'il y avait quelque chose de bouche à oreille, évidemment, fabriquaient le regard, la réputation, la circulation et les ventes. Mais pour comprendre, il faut voir où nous sommes devenus aujourd'hui. Temps moyen d'un livre en librairie, peine 5 semaines, et encore sur des centaines qui sortent en septembre et janvier. Au bout de 10 jours, 15 jours, vous savez que s'il n'y a pas un article, de toute façon, c'est déjà remballé dans les cartons pour le
retour, avec cette perversion du système que la circulation de trésorerie impliquée par la mise en place Office et les retours avec paiement à 3 mois, c'est quelque chose qui fait vivre l'édition et assure son socle au-delà des effets de pic sur les ventes. Et puis ces quelques ventes, mais de plus en plus, sur un nombre de plus en plus restreint de livres, qui elles feront un effet de pic. Et évidemment c'est un système où il y a une espèce de consensus général. On passe des semaines maintenant sans aller regarder les suppléments littéraires de journaux. Tant quelqu'un comme moi, je pense que pendant au moins 2, pas loin de 3 décennies, l'arrivée du jeudi de 2 ou 3 suppléments littéraires, c'est plus ce qui se passait tous les 15 jours. C'était une espèce de tableau comme des comptes rendus sportifs. Où est-ce que ça va là? Où est-ce que ça va là? On voyait des listes de livres reçus. Tout le monde est bien conscient. Non, ce système s'est totalement écroulé. Les prescriptions, le bouche à oreille, fonctionnent selon d'autres modes. Évidemment, les libraires y ont encore leur place. La prescription géographique, une table, une mise en avant. La prescription aussi, ce qui se passe à une autre échelle, plus étouffée. Dans les bibliothèques, probablement aussi. Mais tout d'un coup, l'ombre majestueuse du web commence à venir là. Quel rôle peut jouer ce tambour oral que reste l'instance essentielle des blogs, où on cherche quelques-uns à ce que YouTube joue aussi pleinement un rôle de circulation et d'orientation? Est-ce que vous commencez à voir que l'important, c'est pas de penser à envoi des manuscrits dans le mur de l'édition et voir ce qui se passe. Pensez cette logique en tant qu'écosystème. Et là encore, arriver à le penser indépendamment de sa constitution symbolique. Qu'est-ce que c'est cette langue de bois? Plus brutalement, on compte en France entre 1000 et 1100 éditeurs. Je ne sais même pas si c'est pas un peu plus activité déclarée, ça doit être dans les 1200. Mais sur ces 1200, les 5 premiers font 80% du chiffre. Les 10 premiers font 95% du chiffre. Contre le travail de dépistage, d'orientation, appelez ça comme vous voudrez, repérage. Mais ce travail qui installe un autre paradigme, celui de la proximité, celui d'un lien étroit entre l'éditeur, l'éditeur pouvant lui aussi devenir auteur chez un autre éditeur. C'est ça qui est intéressant aussi. Comment, dans l'étape actuelle, ce partage des rôles pourrait être aussi cloisonné qu'il pouvait l'être il y a 15 ou 20 ans. Et ça vaut à tous les étages. Quel auteur, et pourtant il y en a, mais quel travail nous on a à faire en amont dans nos masters de création littéraire, qui n'abordent pas tous ce travail, sur la question de la mise en page, sur la question de la structuration, sur la question du codage d'un manuscrit, qui soit pour le print ou pour le numérique, ou pour une publication sur support web, les équivalents juridiques de ça. Le contrat d'édition, est-ce que vous gardez les droits numériques, est-ce que vous gardez les droits audio, est-ce que l'éditeur à qui vous vous adressez est prêt à cette nouvelle donne qui me paraît essentielle, que puisque c'est pas la presse littéraire qui va faire le job, c'est l'activité de l'auteur. Est-ce qu'un auteur a les mains sales parce qu'il s'occupe de, non pas de faire la médiation de son travail, mais de faire respirer son contenu sur le web, ou dans le dialogue avec lui. Fini d'aller signer les livres dans les salons du livre avec les plantes vertes et les carafes d'eau. Il y en a que ça intéresse encore, tant mieux pour eux. Mais à quel moment, dans l'échange direct, dans nos petites polémiques au jour le jour, dans nos échanges sur le fond, qui se passent sur les réseaux, comme il se passait il y a encore 5 ou 10 ans dans les commentaires des blogs, est-ce que cette activité-là n'est pas un déplacement essentiel d'une activité de médiation vers une affaire de partage de contenu, où le pacte qui s'établit, c'est que si ce contenu m'intéresse dans l'échange libre, offert, partagé du web, j'aurais envie d'aller plus loin, d'aller vers l'objet ou d'aller vers le soutien financier symbolique que constitue le geste d'acheter le livre d'un auteur chez un éditeur ou à lui directement sur le web. Je reviens à cette première proposition de base. Mais vous voyez comme l'important c'est de déplacer globalement les éléments, ou du moins ils se sont déjà déplacés, et donc comment pour son travail personnel s'installer sur cette plaque où tout a commencé de bouger transversalement, de glisser autrement. Donc, pour reprendre, 2 étapes.
La première, celle où personnellement j'interviens avec très peu de personnes, je ne cherche pas à développer cette activité, il faut que j'accroche vraiment avec le manus, il faut que je sache ce que j'ai à y faire, c'est de dire à la personne, je ne m'occupe pas de rouage de l'édition, mais je peux travailler avec vous sur ce que vous présentez à l'édition. Donc peut-être l'espace du book proposal, c'est-à-dire la représentation que vous-même vous faites de votre travail, et en quoi travailler avec vous sur la représentation, la formulation des enjeux liés à votre travail peut déplacer votre manuscrit lui-même. Ensuite, travail dans le manuscrit, qui est un travail aussi bien d'appréhension technique de la structuration que d'appréhension narrative, que tout ce qui concerne d'être au bout radicalement de ses propres intentions, d'être au bout radicalement de ce qu'exprime sa propre singularité, c'est-à-dire exprimer cette singularité, faire en sorte que le manuscrit exprime sa spécificité par rapport à des normes dominantes, etc. Et c'est là qu'intervient le nouveau paradoxe. Dans cette masse marchande de plus en plus indifférenciée que devient la production commerciale, celle des rentrées littéraires, mais où là autrefois, il y a 20 ou 30 ans, ce qui a facilité la tâche de gens comme moi, mais là où on se heurte à des murs, y compris pour les jeunes auteurs dont on considère chacun de ceux de ma génération, ou bien parce que tout simplement on les a rencontrés sur nos parcours de création, que ce truc doit exister et qu'il y a 20 ans, il aurait pu, plus facilement qu'aujourd'hui, exister. Comment les aider à affronter à main nue ce mur de barrage qui cherche pour se reproduire et se continuer à reconnaître ce qui lui correspond déjà. Et je vous dis, je me refuse à donner des noms d'éditeurs, mais chaque élément que vous prenez dans ceux qui sont en avant dispose d'une sorte d'image, d'une sorte d'auto-reconnaissance, et qui est reconnaître le manuscrit non pas par rapport à la rupture, mais par rapport à la façon dont il vient s'inscrire d'avance dans cette image, et paradoxalement, chercher que ce manuscrit représente suffisamment de singularité pour que dire si moi je publie ça, c'est que ce truc représente une nouveauté ou une rupture par rapport à ma propre continuité. Et ça, quelque part, c'est à vous, auteurs, de savoir l'exprimer. C'était mon point de départ. Dans ce pacte de régulation, ceux qui écrivent lisent. Ceux qui envoient à telle maison lisent les livres de telle maison. Donc il y avait un respect. Ça voulait dire, au bout d'un mois ou deux, que le manuscrit soit lu ou pas lu, on le renvoyait. Quelquefois, on vous demandait de joindre une enveloppe timbrée. Il y a encore ces espèces de discours fossiles, ou alors envoyez-moi uniquement du papier, pas des emails, etc., etc. Ça voulait dire aussi que chaque maison employait, j'allais dire, des petites mains, quelquefois des auteurs. Ça faisait de l'argent de poche à pas mal d'entre nous. Moi, j'ai jamais fait ce truc-là, qui était de passer une fois par semaine, prendre dans son cabas une dizaine ou une quinzaine de manus, et puis les rapporter la semaine suivante avec une petite note de lecture en 10 lignes ou une. Quelquefois, lorsque la note était intéressante, l'éditeur la reprenait à son compte et vous répondait à titre personnel. Pour moi, il y a 30 ans, ce truc-là, 30 ans, 35 ans, 38 ans, 1982, ça a été important. Après le premier refus par Jérôme Lindon aux éditions de Minuit avec une lettre archétype, une lettre toute faite, POL m'avait écrit, Christian Bourgois m'a écrit, Denis Roche m'a écrit et m'a reçu. Au bout d'un an de ces contacts de travail avec POL, je crois qu'il y avait eu 3 ou 4 lettres et un respect qui a duré toute la vie ensuite, réciproque d'ailleurs je crois. Mais l'édition en elle-même, les dispositifs éditoriaux étaient eux-mêmes la médiation de leur propre accès. Je crois que là, il y a un paradigme qui est aussi important. Revenons à cette idée que si 90% du chiffre d'affaires, mais regardez le bazar sur ces livres politiques de merde, sur ces livres de cuisine, sur ces livres de bien-être et tout ça. L'industrie du livre, ça veut rien dire, c'est de littérature qu'on parle. Et puis, cette petite frange de 100, 200, 300 micro-éditeurs, je m'astreins à ne pas donner de nom, qui à la fois font ce travail de proximité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là où, il y a 30 ans, un premier roman se vendait de toute façon 1500 exemplaires et que très vite on était à 2500 et qu'un prix Médicis pouvait atteindre simplement les 30 000 et pas comme 500 000 les Goncourt aujourd'hui, un manuscrit
de création, qu'il soit dans une de ces maisons parfaitement bien repérées ou dans une de ces maisons découvreuses, pourra parfaitement terminer sa carrière 5 mois plus tard avec 70 ou 150 ventes, y compris dans les maisons que vous qui essayez d'envoyer vos manuscrits par la poste appelez les maisons les plus prestigieuses. Il se trouve paradoxalement que dans ces micro-réseaux de ce qu'on nomme la petite édition, mais qui est la part créative du monde éditorial, les chiffres, même modestes, peuvent être largement supérieurs. Est-ce que ces chiffres, en tant que tels, comptent ? Qu'est-ce que ça veut dire pour son propre ego de travailler 2 ans et d'avoir vendu 350 exemplaires et d'avoir dans son CV pour obtenir une bourse ou une résidence 3 articles de presse si ça tombe bien et encore de la presse alternative et puis on met pas les billets de blog même si c'est ça qui a compté parce qu'il n'y a pas de valeur symbolique accordée au web. Peut-être pour ça que je voulais prendre la parole aujourd'hui. Est-ce que une part de la maladie du système de sélection et de reproduction éditoriale, là où ça commence par le rouage premier de ceux qui ont fait le travail d'aller au bout d'un manuscrit et de l'envoyer, c'est pas précisément la propre pré-intériorisation subjective de ces valeurs symboliques. Un des déplacements, c'est que là où il y a 30-40 ans, les revues servaient de plateforme de tri, sélection, repérage, bien évidemment, les sites et le travail personnel sur le web sont ce premier repérage, je vais y revenir quand même. L'édition que je qualifierais de recherche, c'est-à-dire ce tissu fondamental de petites maisons qui se battent sur le terrain, sont présentes dans ces rassemblements qui ne sont pas des salons pots de fleurs, mais qui sont des rencontres de travail pour le livre et la lecture. Est-ce que c'est un circuit alternatif ? Même pas. On est dans le mainstream, mais il est géolocalisé, mais... Moi, je les connais, ces types-là, parce que je sais qu'est-ce qu'ils ont comme bagnole et qu'est-ce qu'ils mettent comme carton dans le coffre de leur bagnole quand ils font 800 bornes le week-end, aller et 800 bornes retour, pour se rendre à tel lieu où ils auront leur stand et feront leur truc. À quel moment le travail de ces maisons-là, 1 livre, 2 livres, sert de pré-plateforme à ces maisons que vous dites prestigieuses. Et pourtant, la plupart des auteurs qui m'envoient ce genre de mail qui me fait aujourd'hui répondre, c'est toujours le contraire. C'est-à-dire on commence par envoyer à cette espèce de pointe émergée du plus prestigieux, c'est-à-dire là où précisément les défenses et le bouchon sont les plus radicalement exprimés. C'est-à-dire un déplacement de paradigme. Placez ça sur un espace de travail. C'est-à-dire non pas ce que vous lisez, puisque vous lisez est promulgué, conditionné par ce système dominant. Mais dire là où vous avez ce travail, où votre travail s'exprime de façon singulière, où est-ce que vous trouvez le même écosystème de singularité ? Et là, très très vite, c'est un espace de découverte. C'est-à-dire, c'est pas que l'auteur dit « Ah, moi, j'aime lire les livres de telle maison » ou « J'aime lire les livres de telle micro-maison » ou de telle micro-maison. C'est d'arriver à dire, dans les enjeux esthétiques de mon travail, ce que défend esthétiquement telle micro-maison ou telle micro-maison me concerne de près et j'ai à découvrir les auteurs qui publient dans cette maison. Et là se reconstituent des micro-arborescences. Si j'adore faire ce service de presse une fois toutes les 3 semaines sur mon site, c'est que les livres que je reçois, d'où ils me viennent, c'est même pas de ma propre maison ou de mes propres maisons d'édition. Le mainstream ignore le web, ils sont terrorisés. Les trucs que je reçois, c'est précisément l'expression de cet écosystème. Mais je leur dois aujourd'hui, au bout de 2 ans, d'avoir laissé venir dans ce qui est pour moi la plus grande proximité, la proximité y compris amicale, y compris solidaire, financièrement solidaire, des auteurs que je n'aurais jamais dépistés avant et que je vois cheminer d'une tentative formelle à la prochaine tentative formelle. Alors comment travailler avec vous, auteurs à manuscrit, sur ce chamboulement intérieur des paradigmes de valeur, des paradigmes de ce que vous accordez de valeur symbolique à qui vous envoyez votre manuscrit. C'est ce que j'avais à dire. Évidemment, tout ça, ça peut se mettre en place. Dans le travail que je fais avec très très peu de gens, mais le travail aussi que j'accepte de faire
quand on a les deux pieds et les deux mains pris dans nos rendez-vous hebdomadaires avec nos étudiants en création littéraire, c'est d'aller au bout de la radicalité du texte. Je pense que sur 1000 manuscrits qui arrivent dans une boîte d'édition, 950 n'ont pas fait ce travail préalable. Est-ce que ça revient à l'éditeur ? De toute façon, il y a une part de création collective qui va commencer ensuite. Est-ce que cette part de création collective, on pouvait la laisser en chantier, vague, pas définie, il y a 20 ans ? Très probablement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore se payer le même luxe ? Je crois pas. La deuxième chose dans cette révision symbolique, c'est qu'est-ce que vous donnez de vous-même pour le repérage ? Alors évidemment, il y a des choix intérieurs à faire, qu'il revient à vous seul d'explorer. Qu'est-ce que vous donnez ? Là où est le lieu du partage ? Évidemment, c'est les lectures publiques, c'est les événements collectifs. Évidemment, de notre côté, on porte une responsabilité dans l'organisation de ces événements. La part collective de l'atelier d'écriture en ligne sur mon site, c'est peut-être ma contribution à cette chose collective. Là, on est en train de monter une scène ouverte pour fin juin à Argenteuil, puisque je travaille avec la bibliothèque pour cette année scolaire. C'est aussi l'expression de ma part de responsabilité. Fabriquer des mises en avant, fabriquer du repérage. Mais qu'est-ce que vous mettez là ? Où est-ce que vous allez ? À quel événement vous allez ? À quel rouage du circuit alternatif vous participez et vous donnez. Ça veut dire que je ne contrains pas ces questions de mise en avant, de partage, de ce qui est la face vive, le visage de votre création. Mais comment elle s'entend ? Comment elle se prononce à la publication web ? Il n'empêche que le web a une importance particulière dans la propagation, la diffusion, la trace, la captation de ces événements. Comment imaginer que cette position de l'auteur reclus dans sa chambre, se rendant un jour dans une boutique de photocopie avec son manus sur une clé USB et puis revenant chez lui avec 5 machins mis dans des enveloppes et postés comme une bouteille à la mer. Non. Ce que j'avais à dire, c'est ça. Quelle part prenez-vous à ce déplacement dont je viens d'exprimer la figure la plus caricaturale ? Est-ce que la question de l'envoi d'un manuscrit, c'est quelque chose de passif, à multiplier les listes d'adresses possibles ou les personnes à contacter directement derrière ces emblèmes de forteresse. Ou bien c'est comment, dans ce travail de micro-proximité, y compris sur Instagram, vous entrez en contact avec ceux qui sont vos pairs, c'est-à-dire PAIRS, celles et ceux qui sont exactement dans la même instance que vous. Et à quel moment dans ces communautés qui se créent, le rouage de la fabrication éditoriale peut très bien aussi s'assumer collectivement. Vous voyez que pour l'instant, je n'ai pas du tout parlé des outils qui sont ceux que j'ai adoptés pour moi, qui sont le print on demand, c'est-à-dire cette autre révolution que j'appellerai plus auto-édition, ni que je n'appellerai plus auto-publication, qui est le déplacement dans cet écosystème d'une autre granularité, mot qui me hante un petit peu en ce moment. C'est-à-dire à quel moment cette fabrique technique du livre et que le livre se matérialise, prenne sa forme matérielle directement pour le lecteur, ne suppose plus la médiation technique de ces maisons avec pignon sur rue, qui ont établi leur statut financier, à commencer par le fait qu'elles avaient l'apanage de la médiation avec les imprimeries, de la médiation avec qui dactylographiait au Maroc dans les années 80, et quand les auteurs n'étaient pas encore à l'ordinateur et qu'on envoyait ça au Maroc pour que ça revienne composé pour les typos offset, par des gens qui faisaient ça à la chaîne sans rien connaître, exactement de la même façon qu'à Venise, au moment d'Aldo Manuccio, 30 000 personnes travaillaient à la recopie manuscrite, et puis l'apanage de la diffusion avec des lieux de stockage et des camions. C'est comme ça que c'est structuré, le paysage éditorial. Si cette médiation n'a plus lieu d'être, ce qui ne signifie pas qu'il n'y ait pas d'autres enjeux politiques, qui possède ces outils de print on demand, comment ils vous commissionnent, comment ils vous rémunèrent,
c'est un autre problème. Mais on n'est plus dans la question d'auto-publication. C'est-à-dire qu'on est aussi dans quelque chose où moi-même, j'ai vraiment tendance à dire, allez au bout. Parce que les questions que vous vous posez sur la mise en page, elles sont tout aussi importantes aujourd'hui pour les questions d'objets, pour la question du comment lire, du comment on fabrique un itinéraire de lecture dans le livre, parce que la question de la linéarité de la lecture, même si c'est un des fonctionnements narratifs, il y a beaucoup d'entre nous qui ne se contentent pas de ce principe formel, et à ce moment-là, allez au bout. Si vous tentez l'auto-publication, et que vous vendez 150 bouquins, dites-vous bien qu'une maison avec pignon sur rue n'aurait pas fait mieux. Par contre, ce qui s'installe de réseau, d'écoute, de partage sous toutes les formes diverses de ces modes de publication. J'ai des copains qui font ça, qui impriment sur super papier, qui utilisent même de la copie manuscrite, qui vont coudre leurs manuscrits à la façon japonaise dans un art traditionnel, mais qui s'installent leur petite boutique sur le web. Et le plaisir qu'il y a soi-même à entrer dans ces relations d'échange. Aujourd'hui, c'est certainement une fonction de médiation qui compte largement plus que l'envoi par la poste à des maisons d'édition. Y êtes-vous prêt? Comment allez-vous fabriquer votre présence de créateur, là où le créateur n'a pas à se mettre, lui, dans l'enveloppe de papier craft qui part à la poste vers la muraille la mieux défendue, tout simplement parce qu'elle est un peu hors d'âge. Voilà, je ne voulais pas donner de solution, je ne voulais pas prononcer de nom, mais c'est des questions qui reviennent quasiment tout le temps, avec toutes ces variantes. C'est-à-dire, dans le travail, dire « Croyez-vous qu'une maison d'édition pourra ?» Bah ouais, elle pourra forcément, à condition que le travail soit fait. Donc ça commence par faire le travail. Et ça, est-ce que ce travail, avant la finalisation du manuscrit, en quoi c'est quelque chose qui peut devenir aussi un apprentissage à plusieurs. C'est ce qu'on pratique, nous, dans nos masters de création littéraire, mais c'est ce qu'on peut pratiquer dans les échanges. Amener un manuscrit à ses radicalités et que vous soyez capable de formuler cette singularité et de la défendre. Le deuxième point, comment vous vous installez dans cet écosystème qui passe par de la présence physique, qui passe par de l'événementiel, qui passe par la participation. Elle ne manque pas, les plateformes collaboratives sur le web. Et là aussi, la poésie a su s'organiser avant la narration. Là encore, pour des questions d'intériorisation de valeurs symboliques souvent obsolètes. Et comment s'installer dans un espace où on n'attend plus le visa, comme dans l'ambassade d'un pays extrêmement étrange et hostile, tout comme notre propre pays peut l'être à ceux qui viennent de loin, mais qu'on casse les barrières en s'installant déjà dans la publication et la diffusion. Alors évidemment, les gens qui me posent ces questions d'accès à l'édition disent « Ah non, ils regardent avec ce même mépris ». Et moi, c'est un petit peu dur parce que j'ai l'impression que s'ils regardent avec mépris ces questions de prendre soi-même en main son édition, sa publication, c'est mon propre travail qu'ils jettent un petit peu dans ce mépris. Ou alors il y a cette autre version, ouais mais toi tu peux te permettre parce que... Eh ben non, figurez-vous. Si je me suis lancé moi là-dedans, c'est parce que ces zones d'expérimentation, de recherche, de granularité différente entre ce qui se passe sur la publication web, sur la publication parole-image ici dans YouTube, ça marche plus dans les forteresses. Et à côté des forteresses, au pied des remparts, il y a tout ce camp extrêmement vivant. Et là, j'ai un extrême respect pour ceux qui s'y battent. Et là, il y a des porosités à installer. Mais une des façons de s'y installer, c'est de prendre en main cette question-là, y compris pour dialoguer avec eux. Voilà, c'est déjà trop long, mais je voulais qu'on installe de la parole à cet endroit-là. Ciao, merci.